froid, obscurité absolue et le bruit monotone de l'eau qui goutte. Quand Inès reprit conscience, elle réalisa qu'elle se trouvait au fond d'un vieux puits en pierre, dans l'eau glacée jusqu'à la poitrine. Au-dessus d'elle, seulement un minuscule fragment du ciel nocturne, couvert par une grille rouillée et une lourde palette. Un piège. La nuit, elle entendit le grondement d'un moteur. Espoir. Non. Horreur. C'étaient eux, revenus pour finir ce qu'ils avaient recommencé. D'en haut, on entendit des voix étouffées, puis un liquide à l'odeur piquante de chlore fut versé. Cela brûlait sur la peau, corrodait les yeux et la gorge. Chaque respiration devint un supplice. En haut, ils pensèrent apparemment que l'affaire était réglée et repartirent, la laissant mourir dans les vapeurs suffocantes et l'eau glacée. Mais ils s'étaient trompés. 2 jours plus tard, à l'aube du 20 octobre 2020, un livreur de pain nommé Johan suivait sa route habituelle vers la petite ville de Montfort. Au bord de la route, à la lisière d'un champ, il remarqua une silhouette étrange. Quand il s'approcha, il freina brusquement. Dans l'herbe humide gisait une fille. Pieds nus, en haillons sales, avec la peau bleuie par le froid et des taches blanchâtres de brûlures chimiques au visage et aux mains. Elle était inconsciente, mais elle respirait. Juan composa immédiatement le 112. À l'hôpital du district de Portalegre, elle fut rapidement identifiée. C'était Inès S., 17 ans, qui était portée disparue depuis 3 jours. Le protocole médical fut bref et terrifiant. Hypothermie sévère, dommages aux cordes vocales, brûlures chimiques de la peau et des voies respiratoires. Devant la porte de sa chambre d'hôpital attendait déjà un officier de police pour qu'elle puisse témoigner. Quelques heures plus tard, dans un état de demi-sommeil, Inès reprit conscience. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge était brûlée. Mais avec ses dernières forces, elle croassa quelques phrases fragmentées que le policier écrivit fébrilement dans son carnet. Ces mots devinrent le point de départ de toute l'enquête. Fourgon blanc, odeur forte, diesel et clou de girofle. La plaque d'immatriculation, je crois, 56 UH. Le même jour, la police ouvrit une procédure pour enlèvement et tentative de meurtre. Trouver une Ford Transit blanche dans une région rurale est une tâche presque impossible. Il y en a des centaines de tels véhicules ici, mais les enquêteurs avaient un indice unique, l'odeur à peine perceptible de tabac au clou de girofle qui s'était fermement gravée dans la mémoire de la victime. Ils ne savaient pas encore que ce fil ne menait pas à un fou au hasard sur la route rurale, mais à un homme qu'Inès ne connaissait que trop bien. Pour comprendre qui pourrait vouloir du mal à cette fille, les enquêteurs devaient retourner dans son monde, rembobiner le film de 48 heures jusqu'au moment où la vie d'Inès suivait encore son cours habituel et prévisible. Et ce film fut trouvé dans les archives d'une caméra de surveillance installée au-dessus de l'entrée du personnel de la boulangerie Sao Banto. L'image est en noir et blanc, un peu granuleuse. Dans le coin de l'écran brille la date, 17 octobre 2020, un samedi. Heure, 20h31. La porte s'ouvre et la même fille sort dans la rue. Mais ici, elle est différente, en bonne santé, calme, avec une légère fatigue au visage après un poste de travail. Elle arrange son sac à dos, met des écouteurs et sort son vieux vélo. Pour un moment, elle s'arrête, tape rapidement quelque chose dans son téléphone portable, sourit à ses pensées et se pousse du pied pour sortir par le portail. La caméra la perd de vue quand elle tourne vers une route rurale faiblement éclairée. Ce fut la dernière image qui capta la vie antérieure d'Inès. Inès S., 17 ans. Élève de terminale de l'école locale de Montfort, une petite ville tranquille où tout le monde connaît tout le monde. La caractérisation de l'école fut brève et précise, responsable, ambitieuse, sans conflit. Elle n'était pas une star des fêtes,
mais non plus une marginale intimidée. Elle avait un petit cercle d'amis, des projets d'études à l'université d'Evora et le rêve de déménager un jour de là à Lisbonne. Pour aider sa famille et économiser pour l'avenir, elle avait pris un travail à temps partiel à la boulangerie Sano Bento, où elle cuisait le pain et nettoyait le soir. Tous ceux qui la connaissaient, enseignants, collègues, voisins, la décrivèrent de la même façon. Une fille calme et polie qui vivait simplement sa vie. Elle habitait à quelques kilomètres de la boulangerie. Et ce chemin à vélo était pour elle un rituel familier. 15 minutes sur une route connue, passant devant des oliveraies et de petites fermes. Un trajet qu'elle avait fait des centaines de fois et qui ne semblait présenter aucun danger. Exactement ce moment, 20h31, samedi 17 octobre, devint le point de départ pour la police. La seconde où Inès S. fut vue pour la dernière fois en sécurité, seule avec sa musique et ses pensées. À partir de cette image, elle disparut du radar. Maintenant, les enquêteurs devaient reconstruire chaque mètre de son cours, mais, comme il s'avéra, mortellement dangereux chemin de retour. Et ce chemin de retour se termina abruptement et rapidement, à seulement quelques centaines de mètres du portail de la boulangerie. Quand la police fouilla sa route, ils trouvèrent la première et plus importante preuve. Sur la bande de gravier au bord de la route, à peine visible dans l'obscurité, gisait son vélo. La chaîne pendait mollement du pignon. Une panne ordinaire et ennuyeuse qui aurait pu arriver à n'importe qui. Exactement cette petite chose, ce hasard, la rendit vulnérable. À côté du vélo, les techniciens criminalistiques établirent autre chose. Des traces de pneus profondes et nettes qui provenaient d'un véhicule lourd. Le profil et la trace de freinage sur le gravier indiquaient que le véhicule n'était pas simplement passé. Il avait freiné brusquement exactement ici, à côté de la fille solitaire qui s'occupait de son vélo sur une route rurale sombre. En comparant ces traces avec les premières déclarations rauques d'Inès, la police obtint une image claire de ce qui s'était passé. Pendant qu'elle essayait de réparer la chaîne, une Ford Transit blanche s'approcha d'elle et s'arrêta. Ce qui se passa ensuite, menaces, violences, tromperies, devait encore être éclairci. Mais une chose était évidente. Ce n'était plus seulement le cas d'une personne disparue. La police avait entre les mains toutes les preuves qu'un enlèvement avec véhicule avait eu lieu sur cette route. Et la première tâche était claire. Trouver ce fourgon et l'homme au volant. Mais trouver ce fourgon et son conducteur s'avéra être une tâche délicate. Une Ford Transit blanche dans l'Alentejo rural n'est pas l'aiguille dans une botte de foin. C'est une botte de foin qui consiste en pures aiguilles blanches identiques. Ici, chaque second fermier, ouvrier du bâtiment ou petit entrepreneur a de tels fourgons. C'est une bête de travail, discrète et omniprésente. Les seuls indices que la police avait étaient les fragments de plaques d'immatriculation, 56 UH, et ce détail étrange sur l'odeur de tabac au clou de girofle. Le travail policier de routine mais vital commença. Les détectives firent une requête à la base de données nationale des véhicules pour tout le district de Portalegre. Les critères étaient de simples. Marque, Ford, modèle, transit, couleur, branco, blanc, plaque d'immatriculation, contient la combinaison 56 UH. Le système traita la requête pendant quelques secondes, puis une liste apparut sur l'écran. Plusieurs dizaines de correspondances. Ce fut le premier pas, qui exclut des centaines d'autres véhicules, mais laissait encore un énorme champ de travail. Ensuite, entra en jeu le second filtre non officiel. Les détectives commencèrent à vérifier cette liste à travers leur réseau interne d'informateurs et de connaisseurs de la scène locale. Ils appelèrent des collègues de districts voisins, des policiers de patrouille qui connaissaient leur territoire comme leur poche. La question était toujours la même. Qui parmi ces propriétaires fume du tabac au clou de girofle ou quelqu'un de leur entourage? C'était un travail laborieux, basé sur des rumeurs, des suppositions et la mémoire humaine. Parallèlement, un autre groupe d'enquêteurs commença à examiner l'entourage d'Inès elle-même. Amis, camarades de classe, collègues.
Et presque immédiatement, ils tombèrent sur le premier indice standard. L'ex-petite amie, Thiago, avec qui, selon les amis, elle s'était disputée bruyamment devant l'école le jour avant sa disparition. Graduellement, pas à pas, l'énorme liste commença à rétrécir. Quelqu'un avait un alibi en fer, le fourgon d'un autre était à l'atelier depuis 6 mois, un autre s'avéra être un vieil homme de 70 ans qui n'avait pas quitté son village depuis des années. Finalement, après plusieurs jours de tamisage d'informations, sur la table de l'enquêteur en chef gisaient 3 dossiers. 3 des directions les plus probables pour les enquêtes. Le premier était Nuno V, un mécanicien du dépôt d'autobus. Il possédait une Transit blanche qui correspondait à la description, et selon les rumeurs, il fumait effectivement un tabac étrange et aromatique. Le deuxième était un ferrailleur local surnommé Zé Pinto. Sa vieille camionnette correspondait également à la description, et lui-même avait la réputation de faire n'importe quel petit travail pour de l'argent liquide, sans poser de questions inutiles. Et le troisième était précisément cet ex-petit ami, Thiago. Le motif de la jalousie avait toujours été l'un des plus forts. Les enquêtes se concentrèrent sur ces 3 noms, et maintenant chacun d'eux devait être examiné à la loupe. Le premier qu'ils examinèrent fut Nuno V, le mécanicien du dépôt d'autobus. Sur le papier, il semblait être le suspect idéal. Il avait une Ford Transit blanche qui correspondait à la description. Les collègues confirmèrent qu'il fumait effectivement un tabac aromatique à l'odeur de girofle. Il semblait que l'affaire était sur le point d'être résolue. Mais comme c'est souvent le cas dans les enquêtes complexes, la version la plus évidente s'effondra à la première vérification sérieuse. Les enquêteurs ne convoquèrent pas immédiatement Nuno pour interrogatoire. Ils commencèrent par vérifier son alibi, silencieusement et discrètement. D'abord, ils demandèrent les données du tachygraphe de son bus de travail. Ce petit appareil, témoin impartial, enregistre chaque mouvement et chaque arrêt d'un véhicule utilitaire. Et il montra que Nuno V, le soir de l'enlèvement, le 17 octobre, était en service de nuit au dépôt de 20h40 à 23h10. Il n'avait pas quitté les lieux. Pour le confirmer à 100%, les détectives saisirent les enregistrements des caméras de surveillance. Sur la vidéo floue, on voyait clairement Nuno dans ses vêtements de travail marchant dans l'atelier, travaillant sur le moteur d'un bus et prenant un café avec des collègues. Il était là, à son poste de travail, à quelques kilomètres de cette route sombre où tout s'était passé. Le dernier clou décisif dans le cercueil de cette version fut cependant l'examen des pneus. Les techniciens criminalistiques qui travaillaient sur le lieu où fut trouvé le vélo d'Inès avaient établi une trace claire de profil de pneus d'été. Cependant, quand les experts examinèrent la camionnette personnelle de Nuno, ils virent qu'il avait déjà monté des pneus d'hiver et avec un profil complètement différent. C'était une preuve physique irréfutable. Il ne pouvait pas avoir été là. Le dossier de Nuno V fut fermé. Son nom fut rayé de la liste des suspects. Les enquêtes arrivèrent à leur première impasse. Le fil le plus prometteur s'était cassé. Et maintenant, les enquêteurs devaient recommencer depuis le début avec les 2 noms restants sur la liste, en espérant que ceux-ci n'avaient pas un alibi tout aussi solide. Pendant qu'un groupe de détectives se heurtait à un mur avec les propriétaires de camionnettes, un autre, non moins méthodique, travaillait sur l'entourage d'Inès elle-même. Ils interrogèrent à nouveau ses amis, camarades de classe et sa famille, essayant de trouver le moindre indice, la moindre bizarrerie dans sa vie des dernières semaines. Et c'est précisément là, dans les conversations silencieuses aux tables de cuisine, non dans les bases de données policières, qu'un nouveau nom surgit. Raphaël F. À première vue, il n'était qu'un voisin, un homme de 32 ans qui vivait dans le même quartier, marié, avec un petit enfant qu'Inès gardait parfois quand les parents devaient sortir. Il faisait partie de son monde habituel et sûr. Mais comme raconta l'une des amies les plus proches d'Inès, cette sécurité avait commencé à se fissurer récemment. Selon ses mots, Raphaël était devenu trop insistant. Ses rencontres fortuites au portail du jardin étaient devenues un véritable guet-apens.
Ses offres de la raccompagner devenaient de plus en plus fréquentes et pressantes, toujours avec la même phrase « On ne le dira à personne ». Cela faisait peur et énervait Inès. Elle lui avait donné plusieurs refus brusques, mais il ne comprenait pas. Quelques jours avant sa disparition, selon le protocole d'interrogatoire de l'ami, Inès n'en pouvait plus. Elle dit directement à Raphaël qu'elle raconterait tout à sa femme s'il ne s'arrêtait pas. Ce fut un tournant pour les enquêtes. Ils n'avaient plus devant eux un fou abstrait dans une camionnette blanche. Il y avait une personne concrète avec un motif très fort, très compréhensible. La peur. La peur de perdre sa famille, sa réputation, sa vie habituelle. La peur du démasquage qui pouvait mener à des actes désespérés. Mais il y avait un problème énorme et insoluble. Les détectives vérifièrent immédiatement Raphaël F. dans toutes les bases de données. Il ne possédait pas et n'avait jamais possédé une Ford Transit blanche. Il conduisait une vieille Opel Corsa. La preuve la plus importante, avec laquelle tout avait commencé, ne correspondait pas du tout au principal suspect. La police avait un homme avec un motif, mais sans le véhicule. Cela semblait être une autre impasse. À moins que la camionnette ne lui appartienne pas. Cette pensée, si la camionnette ne lui appartenait pas, devint la clé de l'énigme pour les enquêteurs. Comment prouver qu'une personne a utilisé une voiture qui ne lui appartenait pas? Il faut chercher des traces d'une affaire, d'un contrat, d'un paiement. Dans le monde moderne, chaque pas laisse une trace. Pas seulement sur le gravier au bord de la route, mais aussi dans l'espace numérique. Et les détectives décidèrent de vérifier précisément cette trace invisible. Ils présentèrent une demande officielle pour un aperçu de toutes les transactions financières de Raphaël F. pour la soirée du 17 octobre. Quand l'impression fut sur la table, à première vue, il ne semblait rien y avoir de remarquable. Les dépenses habituelles d'une personne normale. Mais deux lignes, presque à la fin de la liste, firent dresser l'oreille à l'enquêteur. 2 petits virements d'argent effectués tard le soir via le système MBWay, populaire au Portugal. Les deux avec la même note quotidienne. Combustivel, carburant. À qui est, plus important encore, pourquoi Raphaël avait-il réellement payé dans la nuit de l'enlèvement? Les détectives commencèrent à vérifier les destinataires. Le premier virement, effectué à 22h11 pour 150 €, alla sur le compte d'un certain Miguel F. Une vérification rapide révéla qu'il s'agissait de son frère cadet. C'était étrange, mais ne prouvait encore rien. Mais le second virement, effectué seulement 2 minutes plus tard, à 22h13, pour 50 €, révéla tout. Le destinataire était José P., mieux connu dans la région sous le surnom de Zé Pinto, le même ferrailleur qui était sur la liste originale des suspects et qui, comme la police le savait, possédait une vieille Ford Transit blanche. Le tableau se forma. Soudainement, tous les détails dispersés convergèrent en un point. Raphaël, l'homme avec le motif, transfère de l'argent à Zé Pinto, l'homme avec le véhicule approprié, et à son frère, un complice possible. Et tout cela 1h30 après qu'Inès ait disparu de la route rurale sombre. Cela ne pouvait plus être une coïncidence. La piste de l'argent connecta les trois directement dans la nuit du crime. Maintenant, les enquêteurs n'avaient pas seulement un suspect. Ils avaient tout un schéma criminel. Et il était temps de tirer sur le fil le plus important. Et ils tirèrent. Le premier vers qui alerçant les détectives fut Zé Pinto, le propriétaire de cette camionnette. Et ce fil s'avéra ne pas être si solide. Zé Pinto n'était pas un criminel endurci. C'était un petit homme d'affaires qui s'effondra au premier interrogatoire. Il confessa immédiatement. Oui, le samedi soir, il avait prêté sa camionnette aux frères Ferreira, Raphaël et son frère cadet Miguel, pour 50 €, pour 1 heure aller-retour, comme ils avaient dit. Il jura qu'il ne savait pas pourquoi ils avaient besoin du véhicule.
et ses données téléphoniques confirmèrent qu'il était resté toute la nuit à la maison. Zepinto n'était qu'un aide, un pion dans le jeu d'un autre, mais il donna aux enquêteurs le plus important, la confirmation directe que cette nuit-là, c'étaient précisément les frères qui étaient au volant de sa camionnette. Maintenant, la police avait non seulement un motif et une piste d'argent, mais aussi l'instrument du crime lui-même. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait prouver que les frères n'avaient pas simplement conduit la camionnette dans l'Alentejo nocturne. Leur route devait être reconstruite, chacun de leurs pas dans cette nuit fatidique. Et encore une fois, la technologie aida. Sur la table des enquêteurs gisaient des fragments épars d'une mosaïque numérique, un résumé sec de l'opérateur mobile, un reçu ordinaire d'un magasin de bricolage et une photo floue et granuleuse d'une caméra de surveillance. Vus individuellement, rien de spécial. Mais ensemble, ils racontaient une histoire terrifiante. D'abord, les experts s'occupèrent du téléphone d'Inès. Ils demandèrent d'elle les données de connexion aux fournisseurs de téléphonie mobile. Il ne s'agit pas d'écouter des conversations. Ce sont des informations techniques sur avec quelles antennes de téléphonie mobile le téléphone a communiqué dans les dernières heures de son fonctionnement. Et les données montrèrent une route claire. De la boulangerie, le téléphone se déplaça vers le nord-est, en direction du barrage. Le dernier signal, le dernier souffle numérique, eut lieu à 21h36. L'antenne qui l'a capté desservait la zone du barrage Barajem do Maranhão. Après ce moment, le téléphone disparut à jamais du réseau. Pour les enquêteurs, cela signifiait une chose. Les auteurs s'en étaient débarrassés, l'avaient jeté à l'eau pour effacer les traces et créer l'apparence qu'Inès avait disparu exactement là. Mais ce n'était pas tout. Se souvenant des virements d'argent, les analystes commencèrent à examiner toutes les transactions de Raphaël cette nuit-là. Et ils découvrirent une autre qui fut effectuée après minuit. À 23h02, sa carte bancaire fut utilisée au magasin de bricolage, Bricolage Montemort. Les détectives s'y rendirent immédiatement. Ils confisquèrent non seulement les enregistrements des caméras, mais aussi les reçus de caisse de la soirée. Et quand ils trouvèrent le bon reçu, tout s'assembla définitivement. Sur la liste d'achat, il y avait 3 articles. Un rouleau d'adhésif gris de construction, un bidon en plastique et une grande bouteille de chlore concentré. Chlore. Le même dont l'odeur avait été perçue en premier par les secouristes. Le même qui avait laissé des brûlures chimiques sur le corps d'Inès. Ce n'était plus une preuve indirecte. C'était une preuve directe qui reliait Raphaël à la torture dans le puits. La touche finale fut l'enregistrement de la caméra à la caisse. Sur l'image floue, on distinguait clairement 2 personnes, Raphaël et son frère, cadet Miguel. Ils se tenaient à la caisse, calmes, ordinaires, comme s'ils achetaient des ampoules ou un sac de ciment et payèrent leur kit cruel. Maintenant, les enquêteurs avaient une carte numérique complète et irréfutable du crime. À 21h36, ils se débarrassent du téléphone au barrage. À 22h11, Raphaël vire de l'argent à son frère pour l'aide. Et à 22h13, à Zepinto pour la camionnette. Et à 23h02, après avoir déjà jeté Inès dans le puits, ils retournent en ville pour une raison quelconque et achètent du chlore et de l'adhésif. Peut-être que la première tentative de l'attacher avait échoué, où ils décidèrent de revenir pour effacer définitivement les traces. Route, temps, achat, tout correspondait à la logique du crime. Les fantômes numériques de leurs actions s'alignèrent en une claire ligne d'accusation. Maintenant, il ne restait qu'une chose, présenter cette carte aux frères eux-mêmes et attendre combien de temps ils pourraient nier l'évidence. Mais avant de présenter cette carte numérique aux frères eux-mêmes, les enquêteurs devaient faire une chose importante, éliminer définitivement tous les fils perdus. Sur la liste des suspects, restaient formellement encore 2 personnes, l'ex-petit ami d'Inès, Thiago, et le propriétaire de la camionnette, Zepinto. N'importe quel bon avocat se serait accroché à ces noms pour semer des doutes raisonnables
sur la culpabilité de ses clients. Par conséquent, les détectives devaient clore ces versions non seulement avec des suppositions, mais avec des faits solides. Et s'ils avaient vraiment négligé quelqu'un? D'abord, ils revinrent à Tiago. Le motif de la jalousie, la dispute récente, tout cela ressemblait à un classique. Tiago fut convoqué pour interrogatoire et bien qu'il fût nerveux, il semblait confiant. Il raconta que le soir de la disparition d'Inès, il était à une répétition de son groupe musical à Portalegre, une ville à plusieurs dizaines de kilomètres de Montfort. C'était une déclaration facilement vérifiable, et les détectives la vérifièrent. Ils réussirent. À 21h17, approximativement au moment où Inès fut enlevée dans la rue sombre, Tiago retira de l'argent liquide à un distributeur automatique au centre de Portalegre. La caméra de surveillance avait enregistré son visage, clair et sans doute. Ce fut le premier alibi. Le second fut fourni par ses camarades de groupe. Tous confirmèrent unanimement que Tiago était arrivé à la répétition vers 9h du soir et était resté avec eux jusqu'à minuit. Ils firent de la musique, se disputèrent sur les paroles de chansons et forgèrent des plans pour une future performance. La trace numérique et les témoignages ne laissèrent rien de la version de l'ex-petit ami jaloux. Le dossier de Tiago fut définitivement fermé. Maintenant, restait Zepinto. Avec lui, l'affaire était plus compliquée, car il était directement impliqué dans l'histoire. Sa camionnette, ses 50 €. Lors d'un nouvel interrogatoire, il fut pressé plus fortement, et il raconta tout ce qu'il savait pour se sauver. Il admit que Raphaël l'avait appelé cette nuit-là et lui avait demandé la camionnette, littéralement, pour 1h30. Il dit qu'il devait transporter quelques pièces de rechange usagées d'une ferme familiale abandonnée. Zepinto accepta pour 50 € sans poser d'autres questions. Il leur donna les clés et resta à la maison. Pour vérifier ses paroles, les enquêteurs demandèrent les données de son téléphone portable. Et encore une fois, la technologie parla avec poids. Toute la nuit, pendant que sa camionnette circulait dans la région, le téléphone de Zepinto ne quitta pas la zone de couverture de l'antenne qui desservait sa maison. Ce fut l'argument décisif. Zepinto n'était pas sur la scène de crime. Il était un complice qui, par cupidité et stupidité, avait fourni l'instrument du crime, mais n'y avait pas participé lui-même. Dans les dossiers, son statut changea. De suspect, il devint complice. Le cercle s'était refermé. Toutes les versions secondaires furent traitées et fermées. Toutes les fausses pistes menaient à une impasse. Il ne restait qu'un chemin, éclairé par des preuves numériques, des données de connexion d'antennes mobiles et des témoignages. Et ce chemin menait directement à la maison des frères Raphaël et Miguel Ferreira. Il n'y avait plus de si et de mais, seulement eux. Et quand toutes les figures superflues furent retirées de l'échiquier, au centre ne resta qu'une question. Pourquoi ? Pourquoi Raphaël, un voisin ordinaire, mari et père, devait-il faire quelque chose d'aussi monstrueux ? Les enquêteurs avaient une carte complète de ses actions, mais pour le tribunal, pour le jury, pour comprendre le tableau complet, ce n'était pas suffisant. Un motif était nécessaire, clair, évident, humain, bien que sous sa forme la plus laide. La réponse à cette question ne se trouvait pas dans les traces numériques, mais dans une simple phrase que les enquêteurs entendirent répétitivement de la meilleure amie d'Inès. Une phrase qui fut essentiellement son arrêt de mort. Lors d'un nouvel interrogatoire, la fille se souvint, bégayant entre les larmes et les sentiments de culpabilité, parce qu'elle n'y avait peut-être pas donné d'importance plus tôt, de la phrase exacte qu'Inès avait jetée à la tête de Raphaël, littéralement un jour avant sa disparition. Ils se rencontrèrent devant le magasin local et il commença encore avec ses compliments inappropriés et ses offres de l'emmener. Inès, fatiguée de cette insistance collante, l'interrompit au milieu de sa phrase et le regarda directement dans les yeux. « Encore une fois, et je vais voir ta femme. » Cette menace pour lui n'était pas seulement des mots,
C'était la gâchette tenue contre la tempe de sa vie parfaitement construite, bien que fausse. Dans une petite ville conservative, où chacun surveille chacun, où la réputation n'est pas un concept abstrait, mais comment le vendeur du magasin vous salue, et si on vous regarde de travers à la réunion scolaire, la révélation de son harcèlement aurait signifié un effondrement immédiat et complet. Cela aurait été la fin de son mariage, de sa relation avec son enfant qui le voyait comme un héros. La fin du respect des voisins. Il imagina la scène dans tous les détails. Le visage froid et incompréhensif de sa femme, ces questions auxquelles il n'avait pas de réponse, des appels à ses parents, des chuchotements dans son dos dans la rue. Dans sa conscience paniquée, il n'y avait qu'une sortie, la faire taire pour toujours, avant qu'elle ne puisse réaliser sa menace. Dans les dossiers, son motif fut formulé dans un langage juridique sec, qui cependant saisit parfaitement l'essence de ce qui s'était passé. Dissimulation d'un autre délit et évitement de la honte. Maintenant que les enquêteurs avaient non seulement une vue complète des actions, mais aussi une compréhension claire de cette peur animale qui poussait l'auteur, l'affaire était pratiquement close. Il ne restait qu'à porter des accusations et écouter ce que les frères eux-mêmes avaient à dire. Et voilà qu'ils étaient assis dans la salle d'interrogatoire. D'abord, Raphaël. Il entra avec l'apparence de la vertu offensée, s'assit face à l'enquêteur et se prépara à jouer le rôle du voisin inquiet qui avait été entraîné par erreur dans la tragédie d'autrui. Il était calme, sûr de lui. Son langage corporel disait « Vous vous trompez d'adresse ». Son frère cadet Miguel attendait dans la pièce voisine pour être interrogé et Raphaël était sûr qu'il s'en tiendrait à la légende qu'ils avaient inventée à la hâte. L'interrogatoire commença par une question simple et protocolaire qui devait poser les fondations de leur alibi. Où vous trouviez-vous samedi soir, le 17 octobre disons, entre 9h et minuit ? Zrenia demanda l'enquêteur sans quitter Raphaël des yeux. « À la maison, bien sûr », répondit-il sans la moindre hésitation. « Avec ma femme et mon fils. Nous regardions un film. Vous pouvez leur demander. » Il jeta, comme il le croyait, un atout imbattable sur la table, un alibi confirmé par la personne la plus proche de lui. Mais l'enquêteur ne broncha même pas. Il poussa silencieusement vers Raphaël l'extrait des transactions bancaires. « Bien. Alors vous pourrez peut-être expliquer ceci ?» Zrenia, le doigt du détective montra 2 lignes. Un virement sur le compte de José Pinto à 22h13, 50 €, et un autre, 2 minutes avant, à votre frère Miguel, 150 €, tous les deux avec la mention « carburant ». Des transactions assez tardives pour quelqu'un qui est à la maison avec sa famille. La confiance sur le visage de Raphaël s'évanouit pour la première fois, mais il se ressaisit rapidement. « Ah, ça !» Swing, il fit semblant de se souvenir. « Pinto a récupéré de la vieille ferraille chez moi l'autre jour. Je lui ai juste remboursé ses dettes. Et mon frère. Miguel a constamment des problèmes d'argent. Je l'ai juste aidé avec une dette pour des pièces de voiture. Rien de spécial. » C'était un mensonge. Un mensonge réfléchi, mais un mensonge quand même. Il aurait pu sembler crédible s'il n'y avait pas eu la pièce à conviction suivante que l'enquêteur posa sur la table. Une photographie, une image granuleuse mais claire de la caméra de surveillance à la caisse du magasin de bricolage, Bricolage Montemort. Et ceci fait aussi partie de votre soirée familiale. Swing, la voix de l'enquêteur se fit plus tranchante. Heure, 23h02. Vous et votre frère Miguel, vous achetez quelque chose. De quoi aviez-vous besoin si tard le soir, Raphaël ? Raphaël fixa la photographie. Il ne s'attendait pas à cela. Il resta silencieux quelques secondes, réfléchissant fébrilement à une nouvelle explication. Nous sommes sortis pour une demi-heure. Il nous est venu à l'esprit que nous avions besoin de quelque chose pour la réparation dans la salle de bain. Ma femme peut le confirmer. Pour une réparation, donc ? L'enquêteur laissa le mot flotter dans l'air, puis posa lentement, comme s'il jouait la dernière carte.
le ticket de caisse sur la table. Alors regardons votre kit de réparation. Un rouleau d'adhésif de chantier gris, un bidon en plastique et une grande bouteille de chlore concentré. Dites-moi, Raphaël, quel type de réparation vouliez-vous effectuer avec cet ensemble à 11 heures du soir? Le silence régna dans la pièce. Raphaël regardait le reçu et sur son visage, il n'y avait plus de confiance ou de calme. Seulement le regard traqué et paniqué d'un homme dont le mensonge s'était effondré sous le poids de preuves numériques irréfutables. Il se tut. L'interrogatoire de son frère Miguel fut plus court et simple. Il était l'ombre de Raphaël, un suiveur, pas un leader. Il essaya maladroitement de répéter la version apprise par cœur du « rester à la maison ». Mais quand on lui présenta une après l'autre les mêmes preuves, virements, photos, reçus, il s'effondra simplement. Il n'avoua pas directement, mais commença à s'empêtrer dans les contradictions, à se contredire, et finalement se tut la tête baissée. Les détectives n'obtinrent pas d'aveu direct ce jour-là. Aucun des frères ne dit « oui, c'était moi ». Mais ce n'était plus nécessaire. Leur version des événements était en lambeaux. Leur tentative maladroite de justification face aux preuves numériques irréfutables semblait pathétique et incroyable. Ils s'étaient enfermés dans leurs mensonges, et maintenant la clé de cette porte était entre les mains du procureur. La clé de cette porte fermée par les mensonges était effectivement entre les mains du procureur. Et cette clé n'était pas forgée seulement avec des données numériques. Pendant que les frères Ferreira construisaient leur défense maladroite dans les salles d'interrogatoire, les techniciens criminalistiques travaillaient avec des preuves qui ne pouvaient pas s'expliquer par des dettes ou des réparations spontanées. Ils travaillaient avec le monde physique qui, contrairement aux humains, ne ment jamais. Et exactement là, dans la saleté et la poussière, ils trouvèrent ce qui devait être le dernier clou dans le cercueil de leur défense. Le premier objet d'examen minutieux fut précisément cette camionnette blanche de Zé Pinto. Après l'interrogatoire de son propriétaire, le véhicule fut emmené dans un garage criminalistique et littéralement démonté centimètre par centimètre. C'était une vieille bête de travail, pleine d'ordures, de poussière et d'odeurs de diesel bon marché. Mais même à travers ce bouquet, le nez expérimenté d'un expert sentit une note de chlore à peine perceptible, mais persistante. Ce fut la première confirmation. Puis commença la phase la plus laborieuse, la collecte de microparticules. Des experts en combinaison blanche aspirèrent chaque coin de l'espace de chargement avec un équipement spécialisé. Parmi des centaines d'échantillons de poussière, de terre et de rouille, quelques fibres bleues minuscules, à peine visibles à l'œil nu, attirèrent leur attention. Ces fibres furent immédiatement envoyées au laboratoire. La police conservait encore les vêtements dans lesquels Inès avait été trouvée, y compris les restes de son pull bleu marine. Quelques heures plus tard, arriva la réponse attendue. L'analyse spectrale montra les microfibres de la camionnette étaient absolument identiques en composition, couleur et structure aux fibres du pull d'Inès. C'était ça, la preuve physique directe qu'elle, ou au moins ses vêtements, avaient été dans cette camionnette. Mais ce n'était pas tout. Parallèlement, un autre groupe de techniciens criminalistiques travaillait sur la scène de crime, dans cette quinta abandonnée avec le puits en pierre. La zone était humide des pluies récentes. Le sol s'était transformé en boue tenace. Et juste au bord du puits, là où quelqu'un avait dû se tenir pour d'abord jeter la fille, puis couvrir le puits avec la lourde grille et la palette, ils la trouvèrent. Une seule, mais parfaitement claire, empreinte de chaussure. L'empreinte fut immédiatement envoyée pour examen. Il s'agissait d'une chaussure de travail bon marché de pointure 41, un modèle populaire appelé au bras. En soi, une telle découverte ne disait pas grand-chose. Des chaussures similaires existent par milliers dans la région. Mais maintenant, les enquêteurs avaient un mandat de perquisition pour les maisons des frères Ferreira. Et dans la maison du plus jeune, Miguel, ils trouvèrent, dans l'armoire de l'entrée, une paire d'exactement ces chaussures,
sales, avec des traces de terre humide. Elles furent envoyées au même laboratoire. Les experts comparèrent la semelle de la chaussure de Miguel avec l'empreinte faite au puits. Le profil correspondait parfaitement, mais les techniciens criminalistiques allèrent plus loin. Ils examinèrent les défauts microscopiques de la semelle, de minuscules rayures de pierre, des traces d'usure, le motif unique d'abrasion qui se forme en marchant chez chaque personne. C'était comme une empreinte digitale, et elle correspondait, il n'y avait aucun doute. Exactement, Miguel Ferreira se tenait au bord de ce puits, la nuit où Inès y fut jetée. Les preuves numériques pouvaient peut-être être contestées, mais l'empreinte de sa propre chaussure dans la boue sur la scène de crime, plus maintenant. Et ils utilisèrent cette empreinte non pas comme preuve pour le tribunal, mais comme bélier pour briser le mur du silence. Miguel Ferreira fut ramené dans la même salle d'interrogatoire. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Il n'y avait plus de longues pauses et de questions suggestives. Sur la table devant lui, il n'y avait pas un dictaphone, mais un dossier avec l'expertise criminalistique. L'enquêteur l'ouvrit silencieusement et le poussa vers Miguel. Il contenait des photographies. Un gros plan de l'empreinte dans la boue au puits, une macrophotographie de la semelle de sa propre chaussure, et des diagrammes où les rayures et traces d'usure correspondantes étaient marquées de lignes rouges. C'était visuel, irréfutable et absolument compréhensible même sans formation juridique. Le détective dit seulement « C'est votre chaussure, sur la scène de crime, expliquez ça ». Miguel regardait ces photos, et son monde s'effondra exactement là, sous la lumière de la lampe froide. Il les regarda pendant 1 minute, 2, 5. Dans la pièce, régnait un tel silence qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la ventilation. Son frère aîné était plus intelligent, plus rusé. Il aurait pu inventer quelques mensonges. Mais Miguel n'était pas comme ça. Il n'était qu'un exécutant, un suiveur. Et maintenant, seul avec cette preuve irréfutable, il s'effondra. Il leva le regard vers l'enquêteur et ses épaules tombèrent sans force. Il abandonna. Après une longue et lourde pause, il commença à parler, d'abord à voix basse, presque en chuchotant, mais ensuite avec plus d'assurance, comme si un barrage s'était brisé. Ces mots, enregistrés dans le procès-verbal, furent un aveu complet et inconditionnel. C'était l'idée de Raphaël, commença-t-il, essayant de rejeter le plus de culpabilité possible sur son frère. Il n'était pas lui-même ces derniers jours. Il disait que cette fille détruirait sa vie, sa famille. Il disait qu'il fallait seulement l'intimider tellement qu'elle se taise. Je jure que je ne voulais pas ça. Il disait qu'il avait tout pensé. J'ai seulement aidé à conduire la voiture et à la tenir. Et il commença à raconter, dans des détails que seul un participant pouvait connaître. Comment Raphaël l'avait appelé ce samedi et lui avait dit que nous devons agir aujourd'hui. Comment ils avaient pris la camionnette de Zé Pinto sous prétexte de devoir transporter des pièces détachées. Comment ils avaient guetté Inès à la boulangerie et l'avaient suivie. Quand ils virent que sa chaîne s'était cassée, Raphaël dit « C'est un signe ». Il décrivit comment Raphaël sortit de la voiture, comment il attrapa Inès, comment elle essaya de crier, mais il lui couvrit la bouche, comment ils la traînèrent à deux dans le compartiment de chargement de la camionnette et lui lièrent les mains avec le ruban adhésif de construction que Raphaël avait acheté auparavant. Il raconta comment ils conduisirent vers la vieille ferme abandonnée de leur grand-père, parce que personne ne va jamais là-bas. Le plus terrible fut son récit de ce qui se passa au puits. Il affirmait qu'Inès avait perdu connaissance après un coup à la tête dans la camionnette. Elle ne bougeait pas, répéta-t-il plusieurs fois, comme si cela le libérait d'une partie de la culpabilité. Il décrivit comment Raphaël déplaça la lourde grille et la palette en bois, comment ils la prirent à deux, l'un par les épaules, l'autre par les jambes, et la jetèrent simplement en bas. Il se souvenait même du plouf sourd de l'eau dans l'obscurité. Et alors son frère dit
Voilà. Maintenant, elle se taira. Son monologue dura plus d'1 heure. Il raconta aussi comment ils se débarrassèrent de son téléphone au barrage et du voyage au magasin de bricolage pour acheter du chlore. Raphaël entra soudain en panique qu'ils avaient laissé des traces et décida de traiter le puits. Ce fut un aveu complet et exhaustif. La version des enquêteurs, qui avait été si laborieusement assemblée à partir de preuves numériques et physiques, fut complètement confirmée de l'intérieur. Maintenant, ce n'était plus seulement la théorie de l'accusation, c'était la vérité prouvée. Et cette vérité prouvée s'avéra plus terrible que toute fiction. Basée sur l'aveu de Miguel et les déclarations d'Inès elle-même, les enquêteurs purent reconstruire ce qui se passa pendant ces heures terribles quand elle était au fond du puits. Et cette reconstruction des événements expliqua comment elle avait réussi à accomplir l'impossible. Quand les frères la jetèrent dans l'obscurité, ils étaient sûrs qu'elle était soit déjà inconsciente, soit qu'elle ne survivrait pas longtemps dans l'eau glacée. Pour eux, l'affaire était réglée. Ils couvrirent le puits avec une grille rouillée, posèrent une lourde palette en bois dessus et la fixèrent avec une grosse pierre pour plus de sécurité. Problème résolu. Ils partirent et la laissèrent mourir. Mais Inès était vivante. Les premières heures furent l'enfer. L'obscurité, la vase sur les murs, un froid qui glaçait jusqu'aux os et le bruit de l'eau qui goûtait et la rendait folle. Et alors elle entendit comment en haut un moteur rugissait à nouveau. L'espoir, mélangé à l'horreur. Ils étaient revenus, mais pas pour sauver, mais pour finir ce qu'ils avaient commencé. Quand le chlore descendit, brûlant sa peau et ses poumons, elle comprit qu'ils ne reculeraient devant rien. Il leur sembla que c'était silencieux, et ils repartirent une deuxième fois, cette fois en sécurité absolue de leur impunité. Et alors arriva ce qu'ils n'avaient pas pu prévoir. Le deuxième jour, il commença à pleuvoir. D'abord une fine bruine, puis une forte averse, typique de l'automne portugais. Et le niveau d'eau dans le puits commença à monter lentement, mais inexorablement. C'était à la fois malédiction et bénédiction. L'eau menaçait de la noyer, mais elle l'élevait aussi de plus en plus haut, centimètre par centimètre, réduisant la distance vers le salut. Pendant qu'elle tâtonnait avec ses mains sur les murs de pierre glissant cherchant quelques prises, ses doigts touchèrent quelque chose de dur et métallique. C'était un vieux boulon en fonte, enfoncé dans la maçonnerie, tout ce qui restait d'une échelle pourrie depuis longtemps. Elle s'y accrocha et essaya de se hisser, mais ses mains engourdies glissèrent. Alors lui vint une idée aussi géniale que simple. Elle commença à déchirer son pull trempé en longues bandes. En les enroulant autour de ses mains, elle obtint des gants improvisés qui lui donnèrent la prise nécessaire. Maintenant, elle avait un plan. Avec l'eau qui montait, elle put atteindre le premier boulon. Après avoir fixé ses pieds et ses mains dessus, elle tâtonna le deuxième, environ un demi-mètre plus haut, une traction. Douleur dans les muscles crispés, le grincement du tissu mouillé sur le métal rouillé. Elle atteignit le deuxième. Maintenant, il n'y avait que quelques centimètres jusqu'à la palette qui bloquait la sortie. Elle s'appuya avec l'épaule et le dos contre elle et utilisa la force de flottaison de l'eau comme un cric. La palette était lourde, imbibée d'humidité. Elle cédait à peine. Premier essai, deuxième. Au troisième essai, avec un cri désespéré et rauque, elle put la déplacer de quelques centimètres. On entendit un craquement. Par la fissure qui se forma, l'air nocturne frais et froid entra. Cela suffisait. Avec ses dernières forces, elle la repoussa et sortit. L'histoire de sa survie, reconstituée minute par minute, cessa d'être un miracle. Ce fut une chaîne d'événements, l'erreur fatale des coupables, qui ne s'étaient pas assurés de sa mort, la pluie salvatrice et surtout l'incroyable volonté de vivre d'Inès elle-même. Cette histoire devint l'accusation principale dans le procès à venir.
et cette histoire devint l'accusation principale qui fut lue devant le jury de la ville de Portalegre. Sur le banc des accusés étaient assis 3 hommes, Rafael Ferreira, son frère Miguel et le ferrailleur Zé Pinto. Toute la ville suivit le procès en retenant son souffle, se posant une question. Quelle punition peut être appropriée pour ce qu'ils ont fait? Le procès fut bref. Le procureur présenta méthodiquement une preuve après l'autre, données de connexion, reçus, enregistrement vidéo, analyse des fibres et bien sûr, l'empreinte de chaussures. Le moment le plus fort fut le témoignage d'Inès elle-même. Elle parla doucement. Sa voix était encore endommagée, mais chaque mot résonna dans le silence de mort de la salle comme un coup de marteau. Quand ensuite fut lue au tribunal la confession de Miguel, les jurés n'eurent plus de doute. Le verdict fut unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge lut la sentence. Rafael Ferreira, en tant qu'organisateur et auteur principal, reçut la peine maximale, 23 ans d'emprisonnement. Son frère cadet Miguel, dont la confession fut considérée comme circonstance atténuante, fut condamné à 18 ans. Zé Pinto, qui avait fourni la camionnette pour 50 €, reçut 2 ans avec sursis pour complicité. La justice avait triomphé. La justice avait triomphé, mais un point final juridique n'est pas la fin d'une histoire humaine. Pour tous ceux qui furent affectés par cette tragédie, la vie après le verdict ne pourrait jamais redevenir la même. Les conséquences d'une seule décision terrible, prise par peur et honte, s'étendirent comme des vagues dans l'eau et changèrent irréversiblement les destins. La figure principale de cet épilogue fut, bien sûr, Inès elle-même. Elle faisait face à un long et douloureux chemin de réhabilitation, non seulement physiquement, pour guérir son cou blessé et traiter les brûlures chimiques, mais aussi psychologiquement, pour réapprendre à faire confiance au monde et s'endormir sans cauchemar d'eau glacée et d'odeur de chlore. Bientôt, sa famille prit une décision difficile mais juste. Ils vendirent leur maison à Montfort et déménagèrent. La ville qui fut autrefois leur foyer était devenue un endroit où chaque tournant de rue, chaque vieux puits dans une ferme abandonnée rappelait l'horreur vécue. Ils devaient recommencer à zéro, loin des regards curieux et des souvenirs douloureux. Mais les vagues de ce crime ne les ont pas seulement touchés eux. L'épouse de Raphaël, la femme dont il avait tant craint de traîner le nom dans la boue, demanda immédiatement le divorce après son arrestation. Son monde s'était effondré du jour au lendemain, la laissant seule avec un enfant et un nom de famille qui, dans leur petite communauté, était maintenant devenu synonyme de cruauté. Elle devait porter seule cette croix et expliquer un jour à son fils pourquoi son père ne reviendrait jamais à la maison. Cette ferme abandonnée aussi, témoin silencieux du crime, ne resta pas longtemps en possession de la famille Ferreira. Les proches, qui ne pouvaient porter ce poids de la honte, la vendirent aussi vite que possible pour effacer cette tache sombre de leur histoire. Mais le puits, une vieille cicatrice de pierre au visage de la terre, resta à sa place. L'affaire fut officiellement close et transférée aux archives du district de Portalegre. Mais pour les personnes dont les noms étaient écrits sur ces pages, elle ne finira jamais. Le verdict mit un point final aux enquêtes, mais il ne put défaire ce qui s'était passé ni guérir toutes les blessures que ce crime avait laissées dans les âmes des gens.